Bonjour à tous et bienvenue sur Époque Épique, la chaîne des nostalgiques. Après avoir abordé une petite partie de ma passion pour le jeu vidéo, je vais vous parler aujourd'hui de la passion que j'ai eue étant gamin pour la science-fiction. Allez, générique. Au début des années 80, la science-fiction était en plein boom. Il y avait eu au cinéma la trilogie Star Wars et ses scènes de combats spatiaux plus vraies que nature, le fantastique Blade Runner de Ridley Scott avec Harrison Ford, les films Star Trek et les films Superman avec un Christopher Reeves devenu icône des années 80. À la télévision, on avait les rediffusions de la série Cosmos 1999 et aussi de Star Trek sur TMC, chaîne locale diffusée là où j'habitais quand j'étais petit. Il y avait aussi la planète des singes, Battlestar Galactica et plus tard la série fantastique V. Niveau programme pour enfants, il y avait Temps X, présenté par les frères Bogdanov, qui avaient pour pitch une émission tournée dans le futur pour nous, enfants des années 80, nous racontant un tas d'informations scientifiques dont la plupart relevaient plus du fantasme que de la réalité, diffusant des séries orientées science-fiction telles que La Quatrième Dimension ou Le Prisonnier. Il y avait les rediffusions des Sentinelles de l'air, ce programme de marionnettes qui sauve le monde, et la série japonaise de marionnettes Bomber X, reprenant le même procédé mais se passant dans l'espace. Niveau dessin animé, nous avions l'incroyable adaptation de l'épopée d'Homère, contant les aventures d'un Ulysse spationaute tentant de déjouer les plans des dieux de l'Olympe. Il y avait aussi Goldorak, le grand robot extraterrestre, défenseur de la Terre et son pilote Actarus. Albator, l'iconique pirate de l'espace, avec ses vaisseaux magnifiques, ses combats spatiaux et ses aventures absolument épiques. J'allais oublier le Capitaine Flamme, que j'ai adoré, et aussi Cobra, héros inspiré par notre bébelle nationale dont le bras cachait un canon dévastateur. Bref, j'adorais la science-fiction, et tous les programmes que j'ai cités y ont tous participé. Mais les programmes qui m'ont réellement fait aimer ce genre sont les séries japonaises de science-fiction, et plus précisément les séries de Metal Hero et les Sentai. Mon premier souvenir du genre remonte à 1982, j'avais entre 2 et 3 ans. La musique du générique m'avait vraiment marqué, et je la chantais à tue-tête. J'avais regardé beaucoup d'épisodes de cette série. À l'époque, on adaptait vraiment les séries et les dessins animés en créant entre autres des génériques juste inoubliables pour chaque programme. Qui a oublié les génériques de Capitaine Flamme, Ulysse 31, Cobra, Albator 84, les Mystérieuses Cités d'Or, les Mondes Engloutis. Le générique de la série dont je vais vous parler a été fait par Eric Chardin, oui de Stone et Chardin, et Didier Barbelivien. Et il est juste incroyable. La série en question, dont le pitch est calqué sur Star Wars, est Sankukai. Hayato, un jeune pilote fraîchement diplômé, voyage dans un vaisseau spatial de fret, piloté par un baroudeur s'appelant Ryu et un homme singe s'appelant Seaman. Les Stressos décident de soumettre le système solaire et vont battre Hayato et Ryu, laissant Hayato presque mort. La chef de la résistance sauve Hayato et lui demande de rejoindre la résistance pour piloter le vaisseau s'appelant le Sankukai. Car oui, Sankukai, c'est le nom du vaisseau. Les deux résistants se déguisent alors en espèces de sadomasochistes en collant et latex coloré, coiffés d'un chèche et portant des lunettes de moto orange. Et se font appeler Staros pour Ryu et le fantôme pour Hayato. Seaman quant à lui ne change pas son blaze car étant déjà un homme singe, faut pas pousser. Après la série Sankukai, en 1983, débarque sur Recrea 2 la série qui m'a le plus marqué, dont le générique me donne toujours des frissons et qui m'a fait faire des cauchemars. À 4 ans, j'étais plutôt sensible. Déjà le style incroyable du héros de cette série, nuque longue, mitaine de pilotage, blouson en cuir camel, orné d'une chaîne dorée, un pantalon blanc moulant et des Santiago assortis au blouson. Je vous parle de la série XOR, le shérif de l'espace. XOR, le shérif de l'espace. Gordon, le héros, se voit confier la sécurité de la planète Terre, rien que ça. Il a la particularité de pouvoir revêtir son scaphandre de combat quand il en a besoin, la scène étant systématiquement expliquée et rejouée au ralenti. Le scaphandre de combat lui est transmis sous forme de particules, envoyées par ondes magnétiques depuis le CTE, le vaisseau d'Ixor, se trouvant en orbite dans l'espace.
L'armure est juste magnifique, avec du chrome un peu partout et des effets de lumière installés dans la visière, sur le casque ainsi que sur le plastron. Il dispose de quelques véhicules, son vaisseau spatial, le CTE, servant de base spatiale et contenant tous les autres véhicules, dont un sidecar volant, le Roller Sky, un engin de combat lourd, Molotox, duquel peut se détacher un petit chasseur aérien de combat, et une foreuse répondant au nom de Bulox. Il y a aussi Morox, le grand dragon robotique de combat se détachant du CTE lorsque Ixor l'appelle. Ixor a aussi une coéquipière s'appelant Mimi, et pouvant se transformer en oiseau. Elle est la fille du professeur Cobb, le supérieur direct d'Ixor, que l'on voit dans l'écran du CTE de temps à autre. Le pitch est assez basique. Les méchants, les Cerex, ont décidé d'envahir la Terre car c'est là que serait cachée une arme conçue par Bolzar, le père d'Ixor, un extraterrestre humanoïde venu sur Terre afin de la protéger. Bolzar se fait enlever et Ixor est envoyé à sa place pour protéger la Terre. Kenji Oba, l'acteur jouant Gordon, a un charisme incroyable. Dans la vraie vie, il est l'élève de Sonny Shiba, au sein de l'école d'acting Japan Action Club. Chose que je ne savais pas avant d'écrire cette vidéo, c'est que pendant les scènes de combat, c'est un autre élève du Japan Action Club qui joue dans le scaphandre, un certain Hiroshi Watari. La série originale compte 44 épisodes de 23 minutes chacun. Le déroulement des épisodes est toujours plus ou moins similaire. Pendant les premières minutes, tout va bien, Gordon vaque à ses occupations, puis un vilain Cerex met le bazar. Derrière ce pitch bateau, il y avait cependant une volonté de rendre l'histoire d'Ixor cohérente, avec un fil conducteur tout au long de la série, et surtout à la fin, avec l'épisode 42, où Gordon rencontre un garde forestier possédant des facultés surnaturelles, joué par Hiroshi Watari, le cascadeur dans le scaphandre pendant les combats. Le forestier est blessé par les Cerex et Ixor l'envoie sur sa planète d'origine pour qu'il y soit soigné. Puis dans l'épisode 43, où Ixor retrouve son père, joué par son maître dans la vraie vie, le grand acteur Sonny Shiba, qui succombera vers la fin de l'épisode des suites d'une maladie qu'il a contractée pendant sa détention dans les prisons Cerex. Il y avait aussi le photographe amateur, personnage récurrent, très maladroit et rigolo, voulant prouver au monde que les extraterrestres existent et se retrouvant souvent au milieu des histoires. Ce personnage était vraiment excellent et il ajoutait un réel aspect comique à la série. Dans mon souvenir, je ne me suis jamais ennuyé devant Ixor. Chaque épisode apportait son lot d'aventures et de scènes de combat. Du haut de mes 4 ans, j'avais trouvé d'ailleurs les scènes de combat très bien faites, avec pas mal d'effets spéciaux et d'explosions, des scènes de changement de dimension novatrices et des combats aériens plutôt convaincants et épiques, surtout pour l'époque. De surcroît, les doubleurs français rajoutaient une dimension comique en faisant dire à Ixor des répliques mémorables. Mais j'ai pas l'intention de mourir. Dis donc, tu parais un peu rouillé pour un Cerex, faudrait peut-être faire un peu de gymnastique. Ou bien de l'aérobie. Les épisodes se terminant presque toujours en tranchant l'ennemi en deux par un Maintenant, le grand partage. Et maintenant, on coupe la poire en deux. Dans le dernier épisode, on voit Ixor à bout de souffle et plutôt mal engagé, aux prises avec 2 ennemis en même temps, se faire aider par un nouveau justicier en scaphandre rouge qui apparaît au bon moment pour permettre à Ixor de reprendre l'avantage et vaincre finalement ses ennemis. La suite de l'histoire, c'est qu'après avoir vaincu les Cerex, Ixor découvre que le nouveau justicier en scaphandre rouge n'est autre que Chariban, le forestier de l'épisode 42, et qu'il va prendre sa place en tant que protecteur de la Terre, car Gordon prend du galon et devient chef de la police galactique de notre système solaire. Nous sommes alors en décembre 84, et les premiers épisodes de la série suivante sont diffusés comme s'ils faisaient partie de la première série. Ils gardent le même générique et renomment juste le protagoniste Ixor 2. C'est sensiblement la même chose, à part que le scaphandre de combat est rouge, qu'il a un pistolet, que son vaisseau, la grande base, se transforme en robot géant de combat, qu'il a une moto, et que sa Jeep Suzuki est blanche alors que celle d'Ixor était rouge. Nous avons droit à 8 épisodes plutôt sympas, et puis plus rien. Et terminé, bonsoir. À l'été 85, alors que j'ai bientôt 6 ans, débarque la série Bioman, diffusée le matin très tôt sur Canal+. Cette série a mené un tas de nouveautés. Une équipe de héros mixtes, des costumes colorés, un robot géant se formant à partir de plusieurs vaisseaux et battant des monstres géants eux aussi. Dans cette série, il y avait un bel esprit d'équipe qui était absent des séries de Metal Hero, les Bioman étant 5 et les Metal Hero plutôt solitaires dans les combats. Il y avait aussi l'immense biorobot qui s'assemblait à partir des 2 aéronefs des Bioman. Il était vraiment magnifique et ses combats étaient épiques. Cette série est la seule série de Sentai que j'ai adorée. Les personnages y sont attachants et les costumes m'avaient vraiment plu. De plus, le merchandising de l'époque avait fait des figurines en fer à l'effigie de nos 5 héros et le biorobot immense, environ 30 cm, que j'ai eu plus tard. Dans l'épisode 10, la Bioman Force Jaune se fit tuer et l'enfant que j'étais n'était pas prêt à voir un de ses héros mourir. Je me souviens de la tristesse que j'ai ressentie. Ça faisait aussi partie des nouveautés qu'a apporté la série. Les gentils ne gagnent pas toujours. La série sera diffusée 2 ans après, en 87, dans le Club Dorothée, où ils referont le générique, pourtant pas si mal,
en le remplaçant par une espèce de parodie grotesque faite par un Bernard Minet au début de sa gloire. Nous arrivons en début 88 et j'ai 9 ans. De nouvelles séries de Metal Hero font leur apparition dans le club Dorothée. Il s'agit de Spillvan, série que j'ai kiffée, où le héros porte un blouson rouge et noir trop classe et possède un scaphandre essentiellement noir et métal. Et de Jaspion, série beaucoup plus anecdotique diffusée à partir du mois d'août 88, dont le scaphandre est essentiellement blanc et métal. Les deux séries ont été diffusées en quinconce, et à un moment donné, on avait même droit à Spillvan suivi de Jaspion. En plus, les deux scaphandres se ressemblaient beaucoup. Bien que n'ayant strictement aucun lien avec la série XOR, l'acteur incarnant Spillvan n'est autre que Hiroshi Watari, le successeur d'XOR. Dans la série, il y a d'ailleurs certains airs de musique qui font fortement penser à la série XOR. Dans cette série, le héros principal est assisté par deux autres Metal Héroïnes, Diana, rescapée de la destruction de leur planète d'origine, et plus tard, la sœur de Spillvan, Hélène, qui après avoir été embrigadée malgré elle par les Warlords, retrouvera ses esprits et rejoindra Spillvan et Diana. Le héros possédait une double épée laser absolument sublime et novatrice. J'ai autant adoré la série Spillvan que ce que j'ai pu détester son générique. Je vous laisse apprécier le chef-d'œuvre. Le pire, c'est qu'il nous la remettait pendant les scènes de combat. En mai 1988, M6, une chaîne relativement récente, nous sort de nulle part une série japonaise de Metal Hero, Captain Shader, qui se révèle être le troisième et dernier volet de la trilogie dont font partie XOR et Charivan. Mais ça, bien sûr, on ne vous le dit pas. Lors du premier épisode, on voit le nouvel aspirant justicier et sa coéquipière envoyés sur Terre par le commandeur et l'ancienne coéquipière d'XOR. Il y a même le photographe amateur et surtout maladroit qui est à nouveau présent tout au long de la série. Je n'ai malgré tout ça pas percuté tout de suite que c'était la suite d'XOR. Bon, pour ma défense, l'acteur jouant Captain Shader a un charisme d'huître, et même si le scaphandre bleu et métal est vraiment stylé, c'est de toute beauté qu'il y ait de bonnes idées, comme l'attaque ultime où Shader prend le contrôle de son vaisseau mère alors transformé en pistolet géant par projection mentale et détruise l'ennemi. Ça ne change pas le fait que cette série arrive 4 ans après la fin de XOR et le début de XOR 2, qui ne s'appelle d'ailleurs pas encore Charivan et qui sera diffusé après. Car oui, M6 a diffusé Captain Shader en mai 88, soit 4 mois avant de diffuser le reste du deuxième volet. Septembre 88, M6 diffuse donc une nouvelle série de Metal Hero s'appelant Charivan. Là, je percute que le commandant de Charivan, c'est Gordon, notre XOR. Cette fois, c'est sûr, il s'agit bien de la suite d'XOR. Globalement, la série est plus sombre que celle d'XOR, mais je pense que c'est à cause du doublage qui, de l'épisode 9 au 51, n'était pas fait par les doubleurs d'XOR. Car en 84, IDDH, qui avait les droits de XOR, avait acheté et doublé les 8 premiers épisodes de Charivan, qu'ils ont alors diffusé en allongeant la série XOR et en appelant le héros XOR 2 au lieu de Charivan. Les épisodes restants de la série ayant été achetés et doublés plus tard par AB. Il aura fallu donc attendre septembre 88 pour que la série, presque complète et appelée Charivan, soit diffusée sur M6. Juste après la diffusion de Captain Shader, un bel exemple de respect de la chronologie. Ça fait plaisir. En 89, j'avais 10 ans. Le club Dorothée diffusait Jiraiya, une série tokusatsu d'un genre un peu unique. Le héros était un ninja. Il se transformait quand même, mais c'était lui qui s'habillait en ninja en 5 secondes. Dorothée avait même joué dans un épisode le rôle d'une ninja étrangère. Cette série avait donné des jouets très étranges. Des figurines en armure à l'effigie des ninjas, dont le corps était en matière gluante, élastique et étirable, la matière des mains gluantes qu'on avait dans les machines à pièces de 2 francs, avec lesquelles on faisait des marques de partout sur les vitres, parce que ça collait vachement bien sur les vitres aussi. Et c'était complètement débile, car dans la série, personne n'avait la faculté d'étirer ses membres. Enfin, en ce qui concerne les bras et les jambes, bien sûr. De plus, à cause de la mollesse de la matière, il était impossible que les figurines tiennent debout toutes seules, et dans mon cas, je les fais tomber dans du sable en jouant dehors avec. Et ben j'ai pu jeter ma figurine. Je pense également à la série Winspector, dont la fin des combats était vraiment trop stylée, avec le casque qui s'ouvrait pour faire apparaître et respirer l'acteur. Et c'est réellement la dernière série que je me souviens avoir regardée. Il y aura bien sûr eu d'autres séries de Sentai et de Metal Hero par la suite, mais j'étais devenu un peu trop grand pour les apprécier, autant que ce que j'ai pu adorer les précédentes. Début 90, Saban entre dans la danse, et là, c'est le drame. Toutes les séries de ce genre sont vampirisées pour nous sortir des montages étranges de séries américaines avec des images des combats des séries japonaises.
Ce fut le cas avec VR Troopers, qui utilisait des séquences de Spillvan et de Metal Dare pour la saison 1 et de Spillvan et de Captain Shader pour la saison 2. Le résultat était atroce. Mais au moins, on n'avait plus le générique français de Spillvan pendant les combats aériens. Saban continue toujours d'acheter les images et les costumes des séries Tokusatsu pour refaire des séries depuis des années maintenant avec les Power Rangers et leurs 30 saisons cette année. D'ailleurs, autant petit, je détestais cette façon de faire, autant maintenant je trouve que la sauce a prise et globalement, la franchise Power Rangers est assez plaisante à regarder. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Et vous étiez plutôt Sentai ou Metal Hero? Merci de me le préciser en zone de commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à remplir la zone de commentaires. Même pour dire juste merci ou un coucou, ou tu t'es trompé là-dessus, j'ai adoré ça, j'ai pas aimé ça, enfin bref, vous m'avez compris. Les commentaires, j'y réponds systématiquement, enfin, en tout cas j'essaye, et très honnêtement ça aide la chaîne. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis au plaisir de partager à nouveau mes souvenirs avec vous. Ciao!